servir d'épigraphe à ce commentaire de mon vécu que j'ai pensé vous présenter. Il s'agit de la première partie du verset 10 d'un Corinthiens 15. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Alors je souligne tout de suite que je ne m'approprie pas la suite du verset. J'espère que cette grâce n'a pas été vaine dans mon cas, mais je ne prétends pas avoir travaillé plus que tous les autres. Non, surtout pas. Mais j'espère que j'ai quand même réussi à travailler un petit peu et que le Seigneur peut faire fructifier les œuvres qu'il avait préparées d'avance et que j'ai réussi à accomplir. C'est en rapport avec le sujet du séminaire, tel que je l'avais compris, que je vais commenter un certain nombre de faits dont j'ai été témoin, parfois acteur, parfois simplement objet, et les leçons que je crois pouvoir en tirer. Mais j'indique d'emblée un décalage. C'est surtout de la collaboration, des échanges, des relations avec des gens qui sont au-delà du réseau FEF. Il s'agit de vous dire un peu quelle a été mon expérience en ce qui concerne les expériences de communion, de collaboration avec des gens plus éloignés que nous ne sommes dans cette salle les uns des autres, me semble-t-il. Donc sachez que tel a été mon critère de sélection, aussi en fonction de ce que j'ai vécu, car c'est cela tout spécialement qui m'a été donné. Alors mon atout, c'est la longueur du ministère que le Seigneur m'accorde. Sa durée, quand même, je pense, assez exceptionnelle, en tout cas dont je suis particulièrement reconnaissant. J'avais pris l'habitude, parce qu'on m'a confié des responsabilités, je pense, particulièrement tôt, j'avais pris l'habitude d'être le plus jeune. Le plus jeune dans les comités, le plus jeune dans le corps enseignant, le plus jeune dans les panels d'orateurs, etc. Et maintenant, je prends l'habitude d'être je ne sais pas si je suis le plus vieux parmi vous, mais j'ai un peu cette impression. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, c'est un indicateur de cette longueur que le Seigneur m'a accordée. Alors cela m'a permis d'acquérir une certaine expérience. J'aime bien cette définition. L'homme d'expérience, c'est celui qui tire des leçons de ce qu'il a vécu. L'homme sage, c'est celui qui tire des leçons de ce que les autres ont vécu. Alors j'espère que les éléments de mon expérience que je vous communique enrichiront encore votre sagesse, qui est déjà grande, je le sais, mais qui peut encore toujours s'enrichir. Je compte procéder de la manière suivante. 3 parties, bien sûr. Une première partie de repères biographiques. Alors j'espère que cela ne sera pas trop fastidieux, mais il me semble que ces jalons seront utiles pour que ce que je dirai ensuite se trouve dans le cadre voulu et que la signification en apparaisse plus clairement. Donc je vous raconterai un petit peu quels sont les faits les plus marquants de ma vie quant au rapport précisément à la collaboration avec d'autres chrétiens surtout. Et puis ensuite, très simplement, j'essaierai de dire ce qui me réjouit dans les souvenirs que j'en garde, les choses qui m'ont semblé particulièrement positives, et quels sont les facteurs, c'est ça qui sert de leçon, quels sont les facteurs qui me semblent avoir joué pour produire ce positif. Et puis ensuite une partie sur ce qui m'a moins réjoui. Et aussi les avertissements que nous pouvons en tirer. Voilà le schéma de la progression que j'ai prévue. Alors d'abord donc, un peu le récit de ma vie, mais avec la sélection que je viens d'indiquer. Je suis né avant le déluge, le déluge des Panzerdivisionen et des Stuka sur la France, un peu avant
la Deuxième Guerre mondiale, bien que j'ai là été trop petit pour avoir le moindre souvenir qui daterait d'avant cette guerre. Je suis né dans une famille pastorale et je pense que la sélection de versets que notre frère Étienne de Renaud vient de faire a rapport avec ce privilège qui a été le mien. Je suis en fait, je pense qu'il n'y a pas tant de monde en France quand même dans la même situation que moi. Je suis la 5e génération de pasteurs baptistes français. Donc, en continuité. Alors, ça s'arrête avec moi. Hein. J'étais content de l'engagement de mes fils, mais aucun n'est pasteur. Mais ça a été mon privilège. Et je suis très fier de la génération encore d'avant. Je peux vous en faire part parce que, voilà, j'en suis content. La mère du premier pasteur dans la série, elle a fait partie de la première génération baptiste, celle des années 1820 en France. C'était une jeune fille catholique, fidèle à la messe, bien rangée. Et une fois, il s'est trouvé qu'elle a eu une Bible entre les mains. Elle a commencé à lire cette Bible. Elle a compris. Elle a vraiment compris. Elle a discuté avec son curé essayait de la persuader. Il n'a pas réussi. Elle a été chassée de la maison. Heureusement, une tante quand même l'a recueillie. Et Catherine Beaucamp, c'était son nom, donc, est devenue une chrétienne très fidèle, très mûre. J'ai vu certains éléments de sa correspondance, quand elle écrit à son fils pasteur, avec un conseil spirituel tout à fait sage. Voilà, je suis fier de descendre d'une telle femme de foi, femme de Dieu. Donc, c'est mon privilège de naissance. Mais je signale, et cela implique déjà la collaboration interdénominationnelle. Mon grand-père maternel, lui, était professeur de dogmatique réformé. Il était pasteur réformé dans la vieille université de Leyde, aux Pays-Bas, parce que je suis à moitié hollandais par le sang, mais bien que français d'état civil. Donc, mon grand-père était réformé. Et mes premiers souvenirs ecclésiaux, école du dimanche, mes premiers souvenirs ecclésiaux sont d'une église réformée évangélique. À l'époque, la paroisse de Vallon, aujourd'hui Vallon-Pont d'Arc en Ardèche, était réformée évangélique. Et le pasteur en était Boris de Corvey, mon oncle. Épousait la sœur de mon père, donc. Et c'était une paroisse réformée évangélique. Et mon père, voyant la guerre approcher, nous avait transporté, ma mère, ma sœur et moi, dans ce village. Et nous y avons passé toute la guerre. Il était fait prisonnier, il était prisonnier dans un naufrage en Allemagne. Et donc, mes premiers souvenirs sont de ce village et de cette paroisse réformée évangélique vivante. Voilà un élément qui concerne aussi ces liens entre églises d'étiquettes différentes. Et j'ai un petit souvenir aussi, j'ai souvenir d'avoir assisté, en accompagnant ma mère, aux conventions des Cévennes de l'époque qui se tenaient à Alès, convention d'Alès, comme la dernière, je crois, de nouveau s'est tenue à Alès. Et je me rappelle une dispute, c'est resté dans ma mémoire, j'avais 4-5 ans, et elle aussi, avec la petite fille du pasteur, Fuxi, qui était le pasteur de cette église réformée évangélique, avec le pasteur Nicole, d'ailleurs Jules Marcel Nicole, comme collègue. Il était à l'époque sur la liste des pasteurs des églises réformées évangéliques, pendant la guerre, donc, à Alès. Après la guerre, mon père est revenu de captivité, et nous sommes rentrés en région parisienne. Il a servi à la fois dans l'église du Tabernacle, l'église baptiste du Tabernacle était située dans le 18e, donc nord-ouest de Paris, près de la porte de Saint-Ouen, et à l'Institut biblique de Nogent. Il était à la fois pasteur dans l'église du Tabernacle et professeur à l'Institut biblique de Nogent, et nous habitions Nogent. Et j'ai subi donc ces deux influences.
et tout spécialement celle de Nogent, puisque nous habitions Nogent, un cadre interdénominationnel, comme vous le savez. Comme du dimanche, j'ai fait mon instruction religieuse avec le pasteur de la petite église de Nogent de l'époque, qui était Jules Marcel-Nicole. Donc, cela aussi m'a certainement conditionné. Et pendant les 2 années je poursuis dans le temps, hein, les 2 années de Sorbonne que j'ai eues ensuite, j'ai fréquenté les GBU. Je me suis impliqué quelque peu dans le GBU parisien, ce qui aussi a été une expérience inter. Et cela aussi, je m'en souviens et j'en rends grâce, hein, parce que cela m'a, je pense, très utilement aiguillé et armé. Alors mes études de théologie, ensuite, se sont aussi déroulées dans un cadre inter. J'ai fait une première année à Londres, au London Bible College, où les 2 tendances qui prédominaient étaient la tendance anglicane évangélique et la tendance frère, Primos Brethren. C'était les 2 composantes majeures, bien que le principal, le directeur en quelque sorte, était baptiste. C'était Ernest Kavan à l'époque. Donc j'ai fait cette première année-là, puis je suis passé aux États-Unis, et là j'ai continué les études dans ce qui s'appelait à l'époque Gordon Divinity School, aujourd'hui Gordon Conwell après une fusion, mais dans cette faculté-là, les deux représentations les plus fortes étaient celles des presbytériens d'une part et des baptistes d'autre part, mais il y avait d'autres dénominations aussi. Je me rappelle, il y avait un adventiste à Gordon. Et c'est la femme d'un camarade pentecôtiste, Assemblée de Dieu, qui a dactylographié mon mémoire. Vous voyez, il est devenu, lui, un théologien, je crois, reconnu des Assemblées de Dieu aux États-Unis. J'ai vu son nom, je n'ai pas gardé de lien particulier avec lui. Hein, mais, donc, vous voyez que là aussi, il y a eu diversité d'influences et de contacts. Alors, je suis rentré au pays et c'était le service militaire prolongé. Et là aussi, une nouvelle sorte d'expérience de la diversité, cette fois, du protestantisme français. J'ai pu être rattaché à l'aumônerie militaire, à titre d'appelé, hein, c'était le système à l'époque. La première année en France, c'était juste l'activité d'aumônerie. J'étais au Britannique de la Flèche comme catéchète, c'était limité. J'ai autrement fait mes classes, j'ai suivi le cursus normal des jeunes soldats. Mais en Algérie, ensuite, j'ai eu une expérience alors là d'aumônerie à temps plein, là-bas. J'ai eu dans la dernière période la responsabilité comme aumônier d'un secteur et en même temps d'une église réformée d'Algérie qui n'avait plus de pasteur. Et il y avait un arrangement spécial. Et auparavant, j'avais été 6 mois secrétaire d'aumônerie et devinez avec qui? J'étais le secrétaire d'André Gounel. Certains d'entre vous, vous le savez, donc il a été professeur et doyen de la faculté de Montpellier et il est encore, je pense, considéré comme un chef de file du libéralisme protestant français. Donc j'étais son secrétaire. Nous lisions la Bible et prions chaque jour ensemble. Hein. Oui. Donc c'était une expérience intéressante. J'ai aussi connu dans ce cadre d'aumônerie, de façon moins proche, mais quand même, j'ai discuté avec lui, etc. Marc Liénard, ou Liénard, qui a été le professeur et recteur même de l'Université de Strasbourg, et président de l'église de la Confession d'Augsbourg de l'Alsace-Lorraine, etc. Donc nous avons des souvenirs communs à ce titre, et je sais qu'il se rappelle aussi ces échanges que nous avions eus à l'époque. Alors, au retour du service militaire, à l'automne 61, j'ai d'une part entamé des études supérieures de théologie à la faculté de théologie protestante de Paris, Arago, hein, comme on dit,
Et celui qui me suivait plus spécialement, c'était le professeur Jean Bosc, professeur de dogmatique réformée. Et d'autre part, j'ai entamé un enseignement qui est toujours resté partiel, quelque peu périphérique, à l'Institut biblique de Nogent, dès l'automne 61. Et je n'ai pas cessé d'enseigner, toujours pour une part de temps, depuis, à l'Institut biblique de Nogent. Je ne suis plus cette année pour la première fois responsable d'un cours, mais j'ai encore un certain nombre d'heures, et j'ai donné hier 4 heures de cours à l'Institut biblique de Nogent. En 65, la faculté, à l'automne 65, la faculté de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine a ouvert ses portes. Et alors là, mes propres études ont été mises sous le boisseau, ou semi-boisseau en tout cas. Et je suis devenu donc l'un des professeurs permanents, pourrait-on dire, du trio originel, avec John Winston, doyen, Samuel Benetro, professeur du Nouveau Testament, mais en même temps pasteur de l'Église libre de Paris à l'époque. Et donc j'étais le troisième de ce trio fondateur. Et je peux rappeler un souvenir quand même aussi historiquement de quelque intérêt. La faculté a été fondée à la suite d'un processus qui a duré un certain temps, mais une étape très importante, je dirais le début du processus formel, ça a été à l'automne 63, un vœu de congrès des églises de professants réunis dans les locaux du Binnenberg près de Bâle, demandant aux instituts de s'associer pour créer une telle faculté. Je pense que je suis le seul survivant de cette rencontre. J'y ai participé, on m'avait demandé d'y présenter un exposé, donc j'y étais, j'ai participé au débat. Et donc j'ai ce souvenir aussi dont je peux faire part, faculté donc de collaboration interévangélique, si l'on est. Donc voilà un autre jalon. L'enseignement à Vaux-sur-Seine a été, depuis ce moment-là, ma principale activité. Tout au long de ma vie, avec décroissance depuis une dizaine, douzaine d'années, et ça s'est terminé en juin 21. Donc, ça a été, vous voyez, la longue durée que j'ai évoquée, avec toujours une petite part à l'Institut biblique de Nogent. Et cela a continué pendant mes 5 années où j'ai occupé une chaire à Wheaton, au Wheaton College Graduate School, près de Chicago, parce que j'avais bien dit, il n'y a pas question pour moi de m'expatrier. Je n'étais pas résident, j'avais été titulaire de la chaire, j'y allais 3 fois un mois où les cours étaient concentrés. Je suivais par internet, surtout les doctorants, entre mes sessions là-bas, mais le reste du temps, j'étais professeur encore à Vaux-sur-Seine. Donc, ça a continué pendant toute cette période 2003-2008. Tout ce temps, j'ai aussi eu très à cœur de vraiment œuvrer dans mon église autant que je le pouvais à mon église, qui est celle du tabernacle que j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai eu part à la prédication dès mon retour après l'Algérie. Hein. Et jusqu'à ce jour, j'ai assis cette part. Et j'ai été 44 ans membre du conseil, donc ça m'a donné une part. Je n'ai jamais été pasteur, hein, mais membre du conseil à ce titre de participation à la tâche pastorale globale. Tout ce temps aussi, j'ai eu des activités accompagnatrices qui me semblent en rapport avec le sujet de notre séminaire, ce sujet qui concerne donc les échanges et la collaboration avec ceux qui portent une étiquette différente de la mienne. Et je mentionne non pas toutes, je crois, j'en oublie peut-être même d'importantes, mais celles qui me sont revenues à la mémoire et qui me semblent importantes, je pense que ça peut vous donner une petite idée, et j'espère ne pas vous ennuyer trop en mentionnant. Il y a eu les GBU d'abord. Et jusque dans les années 80, en gros depuis 61 jusqu'en dans les années 80, j'ai vraiment
eu essentiellement comme orateur, mais une part vraiment importante à la part des GBU, importante en volume, comme orateur en France et aussi à l'étranger. J'ai souvent été sollicité aussi dans d'autres pays européens et pour le GBU international, l'Union internationale des GBU, d'ailleurs dans les années 90, sans que ça change rien. Je n'ai rien fait pour ça, mais pendant 4 ans, j'ai été un vice-président honoraire pour l'Union internationale des GBU, parce que j'avais eu cette activité. Ça avait d'ailleurs commencé, je crois que j'ai déjà donné en 62 des conférences à la rue Serpente à Paris, mais j'ai participé pendant les premières années à la rédaction de Chantier, qui était la revue, le magazine revue des GBU suisse romand et français aussi, à la fois. Je crois que ça a été pas mal oublié, mais je me souviens avoir travaillé, fait le week-end en Suisse pour cette collaboration. Et je ferai quelques commentaires tout à l'heure encore sur les rapports entre Suisse et France, et je mentionne donc la chose au passage. Également, dans le travail de rédaction, il y a eu pour moi, ça a vraiment compté, Ictus. Les plus anciens d'entre vous peuvent se rappeler, et tout est en ligne d'ailleurs. Je crois que c'est M. Michel Evans qui avait demandé la permission. Tous les articles qui ont paru dans Ictus, 15 ans de cette revue, un peu intermédiaire entre le magazine vraiment grand public et la revue de théologie. Des articles quand même assez fouillés, mais lisibles d'un public relativement large. Et ça a été une œuvre de collaboration, très sensiblement. Nous étions un trio de rédacteurs responsables, le pasteur Pierre Courtial de l'Église réformée de France, qui est devenu ensuite le doyen de la faculté de théologie réformée à Aix-en-Provence, et il était pasteur de la très prestigieuse paroisse de Passy, Annonciation, à Paris, dans le 16e. Il m'a dit un jour, je crois que dans sa paroisse, il avait sur sa liste 400 médecins. Dans la liste des membres de la paroisse réformée. Donc, il n'était pas sur cette paroisse, et nous étions découverts d'ailleurs à Aix. La vieille faculté d'Aix, à la suite de difficultés internes très déplorables, avait pratiquement cessé d'exister, mais il y avait encore des sessions pastorales, de recyclage comme on dit, pastoraux. Et j'ai été invité en même temps que lui une fois. Alors moi je l'avais entendu donner son cours une fois à l'Institut public de Nogent, donc je connaissais un petit peu, mais lui ne me connaissait pas du tout. Et donc nous nous sommes découverts davantage lors de cette session, et c'est à partir de là qu'une collaboration étroite s'est instaurée entre nous. Alors il m'a associé à la convocation du congrès Ta parole et la vérité, qui se tenait dans les locaux de sa paroisse en mai 68. Nous étions réunis, mais nous entendions les bombes, les canons dans le lointain. Donc, mais ça a été un congrès qui, je crois, quand même a marqué, le congrès Ta parole et la vérité. Et puis, donc, ensuite, avec Marie de Védrine, des Églises réformées évangéliques, nous avons formé un trio de rédaction pour une revue nouvelle, mais qui faisait suite en même temps au bulletin de l'Alliance évangélique et au journal Le Chrétien évangélique, dont mon père avait été rédacteur d'ailleurs. Et donc Ictus, avec Paul Arnera, les assemblées de frères, comme secrétaire de rédaction pendant la plus grande partie de la vie de ce magazine. Donc ça a été une expérience de collaboration très précieuse pour moi. Alors pendant à peu près la même période, donc Ictus a commencé à la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 80, pendant la même période, il y a eu Lausanne. J'avais été déjà invité à parler
au congrès d'Amsterdam qui, pour l'Europe, avait précédé celui de Lausanne. Et puis j'ai eu aussi un message, une étude à présenter au congrès de Lausanne. Et ensuite, donc, j'ai été invité à être membre du comité de Lausanne, le comité de continuation. Je ne l'ai pas été très longtemps, quelques années seulement, mais quand même. C'est une expérience aussi de collaboration qui a été intéressante avec la possibilité d'être très proche de Billy Graham en particulier. J'ai pu apprécier son humilité. Ah, vraiment, c'est le trait qui m'a le plus impressionné. Venons plus près de lui. Donc, j'ai eu cette expérience-là. Et d'une rencontre, a dérivé aussi la création de l'Association européenne de théologiens évangéliques. En anglais, Fellowship. Donc, Fellowship FEET, of Evangelical European Theologians, European Evangelical Theologians. Donc, alors la chose s'est en partie décidée avec John Stott dans une pause café de la réunion du comité de Lausanne à Mexico. Je me rappelle cela. Et donc j'étais associé à cette association européenne. J'ai fait d'abord partie du comité de référence et puis j'ai succédé comme troisième président pendant quelques années. Donc voilà, ça a été aussi un engagement de ma vie, et là encore avec pluralité d'évangéliques de diverses tendances pour se réunir et travailler ensemble. Un autre engagement qui a été très important et qui commence aussi à cette époque-là, ça a été celui des sociétés bibliques. J'ai été invité à être membre du comité de l'Alliance biblique française dans les années 60 encore. J'étais jeune. Et ça a été un grand engagement de ma vie il y a maintenant une dizaine d'années. J'étais membre de ce comité, mais alors j'ai aussi participé, et là ça a été un gros boulot, à la révision, rédaction avec les notes de la Nouvelle Bible seconde, et là encore en collaboration avec une petite équipe de tendances diverses. Et puis j'ai aussi été pendant 8 ans l'un des vice-présidents de l'Alliance biblique universelle, de l'ensemble des sociétés bibliques de cette famille. Alors il y a beaucoup de vice-présidents, mais il y en a 2 par grande région du monde. Donc nous étions 2 vice-présidents pour Europe et Moyen-Orient, et je l'ai été 8 ans. Donc, et cela m'a donné l'occasion de voir pas mal de choses, y compris par exemple de converser avec la reine Béatrice de Hollande. Et puis une fois, voilà, j'ai eu des occasions de dîner à la table de l'archevêque orthodoxe d'Athènes. C'est à cause de ce genre de statut que j'ai pu avoir de telles expériences. Voilà, je le mentionne. C'est très anecdotique, ces 2 choses que je viens de dire n'ont pas pesé très lourd, mais voilà. Une autre implication, alors là ça a commencé dans les années 80 en fait, mais ça s'est étendu surtout dans les années 90, début des années 2000, le dialogue avec les catholiques. Ça aussi, ça a beaucoup compté. Alors ça a commencé pas par le dialogue. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Alliance évangélique mondiale avait accueilli des représentants catholiques dans une de ses assemblées générales, et ça a fortement déplu aux alliances évangéliques des pays latins. Et du coup, l'Alliance évangélique mondiale a demandé à un petit groupe de rédiger un texte sur le catholicisme romain. Alors, j'ai fait partie de ce petit groupe qui s'est réuni en Espagne, près de Madrid. Alors, ce texte a apparu, je ne sais pas si vous l'avez vu,
mais uniquement écrit par nous évangéliques et peu catholicisants. Et les catholiques ont été fort mécontents de sa publication. Et ils se sont plaints qu'on n'ait pas essayé de dialoguer avec eux, ce qui peut se comprendre tout à fait de leur part. Et à partir de là, alors, l'Alliance évangélique mondiale a délégué une task force, un groupe de travail pour la discussion avec un groupe symétrique délégué par le Conseil pontifical pour l'unité chrétienne. Et ces conversations ont duré une douzaine d'années, et donc j'en ai fait partie. Je crois que je suis le seul survivant aussi qui ait participé à toutes ces conversations du premier round. Parce qu'après une interruption, il y a eu un deuxième round qui s'est créé. Là, je n'ai pas été sollicité, je n'ai eu aucune part. Hein, mais pour ce premier round, donc c'est très significatif. Nous sommes réunis en divers lieux, à Venise pour la première fois, une fois près de Jérusalem, etc. Voilà. C'est la seule fois où je suis allé d'ailleurs en Israël pour ces conversations. Mais donc j'ai eu cette expérience quand même très, très intéressante. Ou une des plus amusantes. Hein. Je peux encore. Voilà. Je me laisse aller à l'anecdote. Dans la délégation catholique, c'était là, dans nos réunions aux États-Unis, il y avait le théologien jésuite Avery Dulles, c'est comme ça qu'on prononce, il a été nommé déjà aujourd'hui dans nos réunions, le fils d'ailleurs de l'ancien secrétaire d'État américain John Foster Dulles, qui était un presbytérien, hein, qui comme presbytérien avait fait un discours à la fondation du Conseil écuménique des Églises. Avery Dulles, jésuite, et dogmaticien, comme moi aussi. Et il n'était pas encore cardinal, il était cardinal par la suite. Et il s'est trouvé qu'à un moment des discussions, nos collègues qui n'étaient pas dogmaticiens, professeurs de dogmatique, de doctrine, voulaient dire quelque chose, et Avery Dulles et moi, nous étions d'accord pour dire « mais non, ça, c'est pas possible ». Donc, cette convergence des spécialistes de telles questions par rapport à leurs camarades de conversation catholique et évangélique, c'était une chose que j'ai trouvée assez amusante quand même. J'ai gardé de mon rapport, j'ai encore revu quand j'étais à Brighton une fois, Avery Dulles, qui est maintenant décédé. Donc, et puis aussi du côté français, les conversations baptistes catholiques ont été extrêmement intéressantes, avec vraiment des poids lourds du côté catholique pour converser avec nous. Alors je dis nous, c'est la Fédération baptiste qui a été l'interlocuteur officiel, mais j'ai été invité, bien que n'étant pas de la Fédération baptiste, étant du tabernacle, à assister aussi et à collaborer. Et en fait, j'ai eu pleine liberté dans ce travail. Et du côté catholique, vraiment, j'ai été surpris de la qualité de ceux qui nous étaient envoyés pour le dialogue. Il y a le père Bressolette, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique, recteur de l'Université catholique de Toulouse. Il prenait le train de nuit pour participer à nos conversations à Paris le lendemain matin. Je trouve que c'était assez remarquable. Et pas seulement là, mais là aussi, j'ai eu vraiment l'occasion de dialoguer beaucoup avec le père Cesboué, jésuite, maintenant aussi décédé, mais depuis assez peu, qui est venu à la faculté à Vaux-sur-Seine à participer à une journée théologique, etc. Donc ça a été pour moi aussi. Alors, j'ai repris un peu de service récemment pour les conversations évangéliques, catholiques, mais là c'était pour servir de roue de secours. Ça n'a pas duré très très longtemps. Cette collaboration-là, ces conversations continuent, hein, mais ces conversations-là, je n'y participe plus. Voilà. Mais
j'ai trouvé quand même que les interlocuteurs catholiques n'étaient pas du même niveau que ceux que j'avais connus précédemment. Alors il y avait également, vous voyez, vous vous rendez compte un petit peu de la diversité des rapports, mais il y a eu également une implication pour les rapports avec le judaïsme, le peuple juif. J'ai fait partie du groupe qui a rédigé la déclaration de Willowbank, puis celle qui a repris en quelque sorte celle de Berlin, et j'ai pu participer à plusieurs rencontres européennes, essentiellement grâce à M. Jean-Paul Remp. Donc ça aussi, ça a été une implication avec diversité impliquée. Et plus récemment, et de façon moins profonde, mais quand même, je pense que j'ai eu quelques contacts du côté de l'islam qui sont intéressants. Et puis alors, il y a eu le centre évangélique. Je conclus cette partie-là sur le centre évangélique. Je pense que le centre évangélique a beaucoup fait pour favoriser les relations positives et la collaboration entre évangéliques en France et en principe aussi Suisse romande et Belgique. C'était le centre évangélique et francophone. Comme enfant, j'ai vu ces commencements. Alors je n'y participais pas, mais je me rappelle avoir vu ces personnes que mon père et Jules Marcel Nicole avaient rassemblées dans les locaux de l'Institut de Nogent pour les premiers centres évangéliques. Et puis j'ai suivi au cours des années. Alors pendant longtemps, le centre évangélique n'a pas eu d'existence légale distincte, c'était l'Institut de Nogent qui accueillait. Et puis il y a eu les problèmes financiers après Baltard, l'usage des locaux de Baltard trop cher. Il y a eu une interruption, puis il y a eu une recréation avec statut légal. Et là, j'ai cru devoir accepter d'être président. Donc j'ai investi dans le centre évangélique, et là, je peux le dire, vraiment avec la pensée de favoriser par là, autant que je le pourrais, précisément le rapprochement entre les divers évangéliques de nos pays francophones d'Europe. Et je considère que, à certains égards, le PNEF est un fruit de cet investissement, pas de celui-ci seulement, mais je pense que le centre évangélique a beaucoup fait pour préparer ce qui s'est réalisé par la suite sous le nom du Conseil national des évangéliques. Donc voilà les jalons biographiques qui me semblent de quelque importance et qui peuvent éclairer ma manière de tirer quelques leçons de tout cela. Alors les choses qui m'ont réjoui